rappelles du Père Noël? Ah non, le Père Noël, j'y ai jamais cru. Mais la petite souris? Non plus, ni les cloches de Pâques, ni le croque-mitaine, mes parents étaient contre le fait de raconter des conneries aux enfants. Mais alors tu as grandi dans un univers très triste dépourvu d'illusions et de rêves. Ah, que nenni, que nenni. Si mes Don Quichotte de parents avaient réfléchi une minute, ils se seraient bien rendus compte que c'est vain de s'en prendre au moulin à vent du rêve et des illusions. Les histoires qu'on raconte aux enfants sont pleines de vérités qui n'existent que parce que c'est des histoires. Ah oui, les fantômes, la magie, les loups-garous, l'homéopathie... Et un tas d'autres trucs plus subtils dont on pourrait croire qu'on peut le trouver dans le monde réel, mais qui ne peut marcher que si un scénariste a agencé la réalité pour qu'elle marche comme ça. Ah bah ça c'est inévitable. Les événements de la vraie vie s'enchaînent d'une façon aléatoire. Ceux d'une histoire, au contraire, doivent s'enchaîner d'une façon qui permet de s'acheminer vers la conclusion désirée par l'auteur. Oui, et c'est rassurant. Mais cette sécurité du scénario est mystifiante. Ce qui fait que si on fait pas trop attention, on peut en garder quelques idées un peu bizarres sur la façon dont fonctionne le monde. Tout à fait, et nous avons relevé celles que nous estimons être les plus fréquentes. Pour vous, en exclusivité dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des vérités fausses qui n'existent que dans les dessins animés, mais auxquelles on croit quand même parce que les histoires marchent comme ça. Vérité fausse numéro 10. Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. Vous vous souvenez de Saori Kido ? La jolie demoiselle en robe blanche avec ses cheveux violets, sa voix douce et son putain de super cosmos de déesse Athéna qui fige les ennemis de stupeur dès qu'elle est confrontée à eux. Dès qu'elle est seule confrontée à eux. Parce que si un seul de ses gardes du corps se pointe, elle rentre sagement dans son rôle de demoiselle en détresse. La plupart du temps d'ailleurs, elle a l'amabilité de tomber dans les pommes pour n'être plus qu'un trésor inerte à défendre. Naturellement, le fait que les gardes du corps en question, ce soit juste une bande de gamins, bon, des gamins surentraînés et vêtus d'armure, mais des gamins tout de même, ça n'entre pas du tout en compte dans le choix de qui va neutraliser les ennemis. Peu importe que ça dure 2 épisodes d'y arriver, si le chevalier est là, c'est lui qui se tape le méchant, pas la super déesse. Je vous suggère de vous attendre à une brusque augmentation du nombre de décibels. Mais non, mais range ça! J'ai déjà dit tout ce que j'avais sur le cœur à propos des filles dans les dessins animés et des épisodes pour filles. Et puis là, non seulement c'est un très vieux dessin animé, mais c'est vraiment pas le propos. La série des Chevaliers du Zodiaque, c'est censé nous raconter une histoire de chevalier en armure qui protège une fille, et c'est exactement ce qui se passe. Simplement, la seule raison pour laquelle la fille ne se défend pas toute seule, c'est qu'elle est, la fille. Et maintenant, Fantasio, dites-moi vite ce que je dois faire. La poêle, c'est cotine. Vite, avec la poêle. Bon, le concept de la demoiselle en détresse, c'est pas très réaliste, mais c'est pas un concept malsain, au contraire c'est une recette efficace pour impliquer le spectateur. Comment faire pour qu'il s'intéresse au problème? Il faut qu'il arrive à un personnage sympa et attachant, et c'est pas forcément une fille. Oui, mais dans les séries de mon enfance, celles que t'as pas connues, on a tendance à appliquer cette recette très mécaniquement. Toi, tu es la fille, donc tu as le problème. Toi, tu es le garçon, donc tu résous le problème. Non, vos compétences respectives n'entreront pas en compte dans la répartition des rôles. Mais attendez, c'est moi le garde du corps ici. Oui, bon sachez que dans la vraie vie, les filles ne sont pas des potiches qui ont besoin d'être sauvées. La plupart d'entre elles sont habituées à gérer leur vie sans avoir à compter sur un homme pour les sauver, et beaucoup le prendront très mal si vous vous estimez plus compétent qu'elles pour décider ce qui peut les tirer d'affaire. Et puis, les gens complètement ineptes et inertes, garçons ou filles, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Et puis, ce qui s'en rapproche le plus, en tout cas, c'est pas perçu comme un trait particulièrement sympathique. Et d'une manière générale, se mêler des affaires des autres sans y être invité conduit rarement à une solution satisfaisante. Coupé! Nom d'un chien coupé, espèce d'imbécile heureux! Mais enfin, Et dans la vraie vie, plutôt que de sauver la demoiselle en détresse, mieux vaut lui apprendre le karaté. Bien joué, Sandy! Vérité fausse numéro 9. J'ai vu ton pouvoir invisible, je t'aimerais. Le personnage principal a une vie de merde, en général parce qu'on l'aime pas, le plus souvent sans raison. Il est méprisé par ses camarades, il a de mauvaises notes en classe, il a pas le droit de manger entre les repas. Mais pas de panique, le super vilain arrive, et notre personnage principal doit jouer les super-héros et montrer ses super-pouvoirs devant témoins. Et là, tout change. Ouais, la fille lui tombe dans les bras en réalisant soudain combien il est mignon.
Les professeurs l'autorisent à sécher les cours, et même ses parents l'autorisent à jouer avec des allumettes. Donc ouais, mais non, si les extraterrestres débarquent et que vous sauvez le monde de leur invasion, vous devrez quand même aller en colle après, parce que c'est vrai quoi, vous aurez sauvé le monde et c'est très bien, vous aurez une médaille et la reconnaissance et tout, mais vous aurez quand même cassé la fenêtre du proviseur avec votre ballon de foot, et ça c'est pas bien, vous serez puni. Petit. Il faut qu'on ait une discussion. Si le garçon de vos rêves ne vous trouve pas à son goût, ce n'est pas parce que vous aurez été enfermé dans un ascenseur avec lui que d'un seul coup, il vous trouvera incroyablement attirante. Bon allez, n'exagérons rien, c'est vrai que le stress peut pousser les gens à exprimer des vérités enfouies et débloquer des malentendus que le quotidien ne permettrait pas de débloquer. Mais ce sont uniquement dans les situations qui étaient bloquées à cause de vérités enfouies que la crise a révélées. En général, vos problèmes se résoudront parce que vous avez pris la peine de les résoudre, pas à cause d'un événement extérieur décidé par un scénariste bienveillant. Alors arrêtez de regarder le ciel dans l'espoir d'apercevoir une soucoupe volante. Demandez-vous pourquoi vous avez ce problème, quelle est la solution et agissez. Bah, ce qu'il y a surtout, c'est que dans les dessins animés, tous les problèmes du héros viennent uniquement du fait qu'on l'aime pas, en général d'ailleurs sans raison. Or, c'est pas forcément parce que le proviseur t'aime pas qu'il t'envoie en colle parce que t'as dépassé les bornes. Et le seul héros dispensé de payer son loyer parce qu'il est un héros, c'est Papyrus puisque c'est son boulot. Et même quand tes problèmes viennent réellement du fait qu'on t'aime pas, c'est pas forcément parce qu'on te croit moche et faible. Alors prouver que tu es un super-héros, c'est pas forcément la solution. Je suis très beau, un vrai mannequin, et je vous éblouis. Vous voyez, je suis très beau, j'ai le visage fin, n'ayez pas l'air surpris. La solution peut être plutôt de prouver que tu es sympa et rigolo. Les super-héros sont sympas et rigolos. Ok, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, il arrive que la fille te tombe dans les bras, non pas parce que tu es un champion au Jumanji, mais juste parce que tu es mignon. Et que l'alternative est une grosse brute sans cervelle. Bah allez, on a bien le droit de rêver dans notre placard sous l'escalier du jour où le hibou arrivera pour transformer notre vie triste d'enfant mal aimé en vie de héros adulé de tous. Ça aide peut-être pas à résoudre les problèmes, mais ça aide à les supporter, et après tout, c'est à ça que ça sert de rêver. Vérité fausse numéro 8. Je connais le kung-fu. Vous êtes nul en maths, en saut en longueur, en go, en musique? Pas de problème, ça se résoudra en un week-end sur fond de Eye of the Tiger. Même en tenant compte du pouvoir magique des ellipses, les héros de dessins animés arrivent à passer de la dernière place à la première en un temps record dans n'importe quelle matière. La recette? Beaucoup d'entraînement et un gentil professeur pour leur donner confiance en eux. S'ils se contentaient de progresser juste un peu, le résultat serait pas assez gratifiant. Ils arrivent donc rapidement à un résultat qu'une personne du monde réel met des années à atteindre. Et non, le personnage de dessin animé n'y met pas des années, lui. On ne précise pas combien de temps ça prend, mais s'il y mettait des années, on le verrait grandir, vu que le héros de dessin animé est un enfant. L'entraînement et la confiance, tu sais, ça peut marcher en vrai, surtout en maths où il s'agit de se convaincre de réfléchir correctement et où du coup un peu de motivation peut faire toute la différence. En fait, mon enfant, les mathématiques, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'avoir un brin de méthode. Et en physique aussi, du coup. Alors j'ai bien révisé et j'ai réussi mon examen. Tu vois qu'il y a des choses un peu crédibles dans les dessins animés. Ouais, je vois des centaines de fermes et de finesse. Oh pardon, j'avais oublié de retirer le filtre à mouche. Là, ça devrait aller mieux. Oh, tu triches, ça compte pas. Mais non, ça compte pas. Si vous êtes le dernier de votre classe en saut en hauteur, ne culpabilisez pas, ce n'est pas parce que vous ne vous entraînez pas assez. Il peut y avoir 1001 raisons d'être bon dans une matière et mauvais dans une autre. Vous pouvez avoir les jambes trop courtes, vous pouvez manquer de souffle. En tout cas, pas manquer de bonne volonté. Et encore heureux, s'il suffisait de bosser dur et d'être encouragé pour ça, pour être le meilleur, il y aurait plus de meilleur. Me dites pas que le personnage principal est le seul à s'entraîner et à être encouragé pour, il y a que dans les RPG que ça se passe de cette façon. Non, 15 jours d'entraînement ne fait pas de vous un athlète, ni un week-end de révision une grosse tête. Il faut en général plus d'un épisode de 20 minutes pour changer. Et c'est pas parce que le grand Schtroumpf vous aura donné un pot de gelée de groseille à mettre sur le nez en vous faisant croire que c'est une potion magique que vous deviendrez d'un seul coup le Schtroumpf olympique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le manque de confiance en soi peut être très nocif. En manquant de confiance, on réussit moins facilement. Ah, merci Jasmine, tu trouves toujours les mots qu'il faut. Bon là, c'est peut-être un peu exagéré. Mais surtout,
Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas un champion toute catégorie que vous êtes insignifiant. Les moyens, c'est la majeure partie de la population. On serait bien seul si on n'avait pas. Mais bon, un épisode de dessin animé, en général, ça ne dure que 20 minutes. Il faut bien exagérer un peu si on veut faire un épisode qui parle de l'efficacité, de la patience et de la persévérance pour réussir. Et puis, l'enfant n'est pas dupe. Il sait que ça va plus vite parce que c'est un dessin animé. Faut pas me laisser choir. Serre bien les mâchoires. Fonce dans la bagarre. Et cours vers la victoire. Mon dernier espoir, car cet espoir, c'est toi. Vérité fausse numéro 7. Je vais devoir utiliser la vieille technique du retrousseur de cils et de la médaille. Mais oui, je suis bête. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé? En parlant de physique, la façon dont elle fonctionne dans les dessins animés est assez extraordinaire. Il suffit d'une épingle à cheveux ou de n'importe quel objet métallique pour forcer une serrure. Pour éviter d'ingurgiter le poison que votre ennemi a mis dans votre soupe, il suffit de faire un trou au fond du bol et tout le monde croira que vous l'avez bu et que ça s'est absolument pas écoulé par terre. Et les aiguilles à tricoter, ça sert vraiment à tout. Et là, tu évoques pas le fait que pour éviter une éclipse, il faut attraper la lune au grappin. Oui, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, je citais de mémoire, en fait, il s'agit pas de déclencher une éclipse en attrapant la lune au lasso, mais d'éviter une éclipse en attrapant la lune au grappin. Mais c'est pareil, c'est juste débile. Comme ils disent à la télé, n'essayez pas ça chez vous. Parce que ça marche pas et vous serez déçus. Pas plus que le coup du journal sous la porte pour récupérer la clé. Pas plus que les sacs en plastique sur la tête pour respirer dans l'espace. Pas plus que les bidules à Waco. Pas plus que les liquides noirs neurotoxiques et mutagènes. On s'en fout que ça marche ou pas, c'est drôle et on aime. Quand tu regardes Pokémon, tu te demandes comment un Pokémon censé être plus chaud que le soleil ne brûle pas son dresseur qui se trouve à 1 mètre de lui? Ouais. Pourquoi je demande? Vérité fausse numéro 6, ils ont toujours la tête de l'emploi. Bienvenue pour ton premier jour d'école, mauviette. Joyeux Noël. Rendez-vous à la rentrée. Les imbéciles arrogants sont toujours blancs. Si ce sont des garçons, ils portent systématiquement un blouson de capitaine de l'équipe de football. Si ce sont des filles, elles ont une super permanente. Et bien sûr, ils ont toujours un nom vachement tape à l'œil, du style Flash Thompson ou Mary Beth Douglas. Mandy? Eh oui, c'est comme ça que je m'appelle. A l'inverse, si un petit gars porte des lunettes, parle en proverbe ou avec des mots très longs et comble du comble tient un livre, alors cherchez pas, c'est un surdoué. Et bien sûr, il y a toujours écrit méchant sur le front de tous les grands bandits internationaux, / dictateurs, / fous dangereux. Et à côté de ça, les dessins animés n'ont de cesse de nous répéter qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences. Et que la vraie beauté venait du cœur. Et que la vraie beauté venait du cœur. Qu'ils commencent par leur caractère design. Ils n'ont pas le choix, c'est un support visuel. Dans l'émission radiophonique du temps de nos parents, signé Furax, les personnages étaient définis par leur voix. Donc l'acteur avec la voix bien classe, Jean-Marie Amato, était préposé à tous les personnages classe. Eh bien, dans les dessins animés, c'est pareil, sauf que ça passe par le visuel. Si on ne représente pas un personnage avec un physique bien générique et correspondant au code, le spectateur identifiera pas immédiatement quel est son rôle dans l'intrigue, comme c'est le but. Toujours est-il que ça marche pas très bien dans la vraie vie. Il faut pas croire que le petit garçon à lunettes deviendra automatiquement le premier de la classe. Les lunettes, ça rend beau et intelligent. Il risquerait d'être vexé si vous lui dites ça parce qu'il pourrait être déçu de lui. Et à l'inverse, il faut pas croire qu'une fille qui va s'appeler Lavinia ou qui va avoir un nom pas possible comme ça va automatiquement dénoncer vos frasques à madame la directrice. Elle peut être super sympa, au contraire. Et à l'inverse, quelqu'un avec un nom complètement anodin peut dénoncer vos frasques à madame la directrice. On peut aussi s'appeler Randall et dénoncer les frasques à madame la directrice. Mais même dans ce cas-là, faut pas croire que c'est héréditaire. Miss Finster. Oui, comme ce prof avec les cheveux longs et un bouc, il n'est pas forcément un sadique pervers, ça peut être juste un métalleux. Les métalleux sont pas des sadiques pervers? Ok, j'ai rien dit. Vérité fausse numéro 5, le méchant est toujours Ulrich. Bon sang, mais vous pourriez faire attention! Ulrich! Il n'y a qu'un seul méchant dans tout l'univers et du coup il est compétent pour tout, crime scientifique, dictature, etc. Ulrich! Et quand bien même il y en a plusieurs, le détective aura toujours rencontré celui qui a commis le crime sur lequel il enquête avant de le démasquer. Ulrich! Effet dramatique oblige. Pourtant, ça ne peut être que lui, Montoya. Pas crédible du tout, mais juste indispensable pour que la sauce prenne. Sinon, à chaque scène de démasquage dramatique... Je ne sais vraiment pas qui est ce gamin.
Bah voilà, c'est sans compter qu'il faut songer à la parcimonie scénaristique. C'est un concept qui ne vaut pas dans le monde réel, mais dans une histoire, tout paraît toujours plus cohésif et mieux construit si le casting est stable. C'est ce qui rend Digimon Tamers ou saison 3 si vous préférez si génial. Elle a un petit nombre de personnages récurrents et quand un nouveau rôle est ajouté dans l'intrigue, c'est pas un nouveau personnage qui apparaît pour le remplir, c'est le développement d'un ancien personnage qui est organisé de façon à ce que cet ancien personnage puisse remplir ce nouveau rôle. Dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, un nouveau rôle rempli dans notre vie est rempli par quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré avant. Mais non, dans Digimon Tamers, c'est pas comme ça. Dans Digimon Tamers, par exemple, quand les héros deviennent trop puissants pour Hitmon et que leur quête devient trop épique, ça oblige pas Hitmon à disparaître. Il évolue juste littéralement pour remplir un nouveau rôle dans la nouvelle intrigue. On a ça aussi dans une moindre mesure dans Full Metal Alchemist, le premier dessin animé. Ce qui est d'autant plus bizarre que c'est censé se passer à l'échelle d'un pays entier, où il y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnages, et qu'on pourrait s'attendre à ce que des nouveaux rôles soient remplis par de nouveaux personnages. Mais on a besoin d'un fou sanguinaire un peu plus tardivement dans l'intrigue. Il n'y a pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre que lui. Donc c'est lui. On a besoin d'un savant fou qui fait n'importe quoi et qui raconte n'importe quoi. Il y en a sans doute des milliers, mais dans l'histoire, il n'y a pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre que lui. Donc c'est lui. Et encore tout ça, ces exemples que tu cites, c'est des exemples qui sont vraiment très bien introduits, de manière très crédible. Et puis, on admet d'emblée que l'univers de fiction est beaucoup plus petit que l'univers réel. Alors c'est pas si choquant que ça de penser que tous les crimes de Furtiville sont fomentés par le masque d'argent. Et d'ailleurs ça perturbe beaucoup Fantomette le jour où ça n'arrive pas. Et ça perturbe aussi beaucoup le spectateur. Parce que moi aussi je vous ai cru coupable. Bah, ce qui peut paraître invraisemblable surtout, c'est la façon dont le héros ne se doute pas que oui, ces filles qui viennent donner des tickets pour échanger des Pokémon dans une croisière, c'est encore et toujours la Team Rocket qui essaye de voler Pikachu. Bon ok, ça c'est une série à caractère humoristique, mais même dans des séries plus sérieuses, on est parfois choqué de voir que le héros ne devine pas des développements que nous on trouve assez convenus en tant que spectateurs, et ça ne se justifie que par le fait que ces personnages ne savent pas qu'ils sont dans une histoire. Ah, Beryl Ornithorynque, c'est ce qui s'appelle une visite surprise. Et par surprise, j'entends parfaitement prévisible. Ah oui, exemple dans Sophie et Virginie. Attention spoiler. Quand le grand méchant chef du complot international qui vise les héroïnes apparaît pour la première fois devant elle, masqué, le spectateur comprend immédiatement qui c'est. Parce qu'il se déplace avec une canne. Et que jusqu'à présent, on n'a croisé qu'un seul personnage qui marchait avec une canne. Les héroïnes, non, parce qu'elles savent qu'il y a 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Et que dans le tas, il y en a bien quelques-uns qui ont besoin d'une canne pour marcher. Alors on se dit qu'elles sont vraiment gourdes de pas deviner. Mais les pauvres, elles savent pas qu'elles sont dans un dessin animé. Oui, mais c'était des dessins animés, là, c'est la réalité. Lui dites rien, il va craquer. Et du coup, c'est toujours ce qui paraît le plus invraisemblable dans ces dessins animés-là, qui est en fait le plus réaliste. Dans la réalité, le monstre de Scooby-Doo, vu que les héros arrivent sur place pour le démasquer, ce serait toujours quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Ils rencontrent 5 ou 6 personnes et il se trouve que c'est l'une de celles-là qui est le monstre. Non, dans la réalité, ce serait jamais comme ça. Et dans un dessin animé, c'est toujours comme ça. Vérité fausse numéro 4. Quelle morale, je suis le héros, moi, monsieur. En général, on nous présente dès le début qui va être le méchant et qui va être le gentil. Et tant mieux parce que des fois la différence est subtile. Bon, Sandokan, je sais, c'est Robin des Bois. Son but est de voler aux riches pour garder l'argent et embêter les riches. Bon, le Raja de Sarawak, c'est un méchant très méchant. Et en comparaison, Sandokan, c'est quand même le héros. Mais quand il est recueilli par des gens totalement innocents et parfaitement neutres, d'accord, il est obligé de mentir sur son identité parce qu'il est tout de même un bandit recherché, mais est-ce qu'il est obligé de se conduire comme un mufle avec les domestiques, de manger à l'œil pendant plusieurs jours et de se taper la nièce du patron pendant que ses amis s'inquiètent pour lui? Et je mettrai la chemise brodée, l'autre n'est pas assez élégante, je trouve. Ah, quel champion ce Gaston! Il y a pire que Sandokan, il y a Flipper dans Flipper et l'Opaka. Flipper, sous prétexte qu'il est le fils des gouverneurs de Ketzo, se permet d'obtenir ce qu'il veut par la force sans égard pour les lois, parce qu'il est le gentil et qu'il ne sera pas puni pour ça. Par exemple, il se permet d'annuler la fête annuelle de la ville de Ketzo, un événement attendu avec impatience par tous les citoyens, juste sous prétexte que ses parents ne pourront pas être présents. Et il se permet de chasser Dexter, le méchant très méchant, de chez ce dernier, alors que, en vertu du code civil, visiblement, Dexter avait parfaitement le droit d'occuper la grotte qu'il occupait. Et si le héros et son sidekick passent leur temps à se battre, à s'insulter, à se saboter l'un l'autre, ça veut dire qu'ils vivent une belle et grande histoire d'amitié. Tandis que le duo de méchants, qui se soutient systématiquement dans l'adversité, et l'un des deux va même avertir le fils de l'autre de ne pas se mettre en danger parce que ça briserait le cœur de son père.
Eh ben vous y fiez pas, ils sont ennemis, ils sont rivaux, ils attendent qu'une chose, c'est que l'autre crève pour s'attirer les bonnes grâces du grand stratégaire. Et c'est un peu emmerdant parce que ça donne l'impression au spectateur que la valeur morale des actes est fondée non pas sur des règles précises et objectives, mais au contraire sur des a priori qu'on a sur la valeur morale des individus qui les commettent. Tuer, tricher, voler, escroquer, ce n'est pas moins passible de punition si vous êtes dans le camp des gentils. Les lois sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour ça que Batman est un héros. Parce que, quoi qu'il arrive, il refuse de prendre le flingue. Il sait que s'il cède à la tentation de tuer ses adversaires, il deviendra comme eux. Tu vaux mieux que ça, Frédéric. La police s'occupera de lui beaucoup mieux. Oui. Oui, et donc comme j'ai dit, c'est un peu emmerdant que ce soit pas comme ça dans tous les dessins animés, puisque les dessins animés ont une vocation moralisatrice et le public cible, c'est les enfants. Alors pourquoi c'est comme ça dans les dessins animés? Avec la meilleure volonté du monde, sincèrement, je vois pas. Ah ouais, pour le gag. Vérité fausse numéro 3. Les adultes sont des incompétents. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Pour capter l'attention du public cible, c'est-à-dire les enfants, la plupart des producteurs de dessins animés vous diront qu'il faut que le héros soit lui-même un enfant. Et pour que le héros soit un enfant, deux solutions. Soit les adultes ne sont pas dignes de confiance, ce qui fait que le groupe d'enfants qui se trouve par hasard au milieu du problème est obligé de le gérer lui-même, comme dans la série de livres Animorphon. Soit les adultes sont tous incompétents et le groupe d'enfants qui se retrouve au milieu du problème est obligé de le gérer lui-même, comme dans Collège Rhinovélos. Bah, dans ces deux cas, il faut noter que les enfants héros, ça les gênerait absolument pas, au contraire, ça les arrangerait de déléguer leurs responsabilités à des adultes fiables et compétents. C'est lui ceux qui en a pas. Mais il y a des dessins animés où on a des enfants héros très contents d'être des enfants héros qui sont plus compétents que tous les adultes qui les entourent. Comme on l'a dit, c'est pas terrible parce que les enfants aiment pas trop voir l'insubordination impunie des enfants à la télé, pas plus que la bêtise des adultes. On l'avait dit dans Fifi Brin d'Acier. Mais toujours est-il que ça se passe souvent comme ça. Et la mort dans l'âme, je me vois obligée d'attribuer un 0 pointé à notre série préférée sur ce sujet-là. Oh, t'exagères, ils sont pas tous incompétents. Et puis Jim, il est très bien. Mais je parle pas de Jim. Il y a beaucoup de gags autour de Jim à cause de sa façon de s'exprimer et de sa maladresse naturelle. Le lancer du disque n'a rien à voir avec le fait de jeter un CD qu'on ne veut plus écouter. Non, il s'agit d'une discipline olympique, fort ancienne nécessitant souplesse, coordination musculaire et surtout un disque. Mais c'est un adulte très compétent. Il connaît réellement les sports qu'il enseigne. Bon, il s'embrouille un peu dans la manière de les expliquer, mais il les connaît. Il a une vraie autorité naturelle et une vraie conscience professionnelle. Je parle vraiment de tous les autres adultes. Entre le surveillant qui s'endort quand il surveille les heures de colle, la dame de la cantine qui s'évanouit quand il y a du danger, et les agents gouvernementaux. Caméra, micro-caméra. On va sortir le grand jeu et remonter toute la filière. Mon Dieu, on est servi. Le surveillant, ça doit être un stagiaire. Et puis pour les autres, ils sont pas forcément qualifiés pour faire face à ce type de situation. Mais les héros non plus. Et dès le préquel, ils se conduisent déjà mieux que les adultes dans cette série chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème. Mais même au quotidien, Madame Hertz fait preuve d'un manque de professionnalisme éhonté. Quand un élève se met à avoir des mauvaises notes, au lieu de faire ce que ferait un bon prof et de se demander s'il n'y a pas derrière un problème plus grave, genre dyslexie, dépression, responsabilité de sauver le monde, elle décide que c'est parce qu'il en fout pas une rame. Et elle s'acharne contre le dit élève, mais c'est même pas par conviction. Parce que pour la faire changer d'avis, il suffit de la corrompre. Et vachement facilement en plus. Tu sais, en dépit de la vision idéale que tu as du métier d'enseignant, je suis pas sûr qu'ils soient tous aussi professionnels que tu le voudrais. Dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'on me mente un peu dans les dessins animés. Parce que je trouve pas ça très malin de dire aux enfants que les adultes, il faut pas les écouter. Je sais qu'un adulte, c'est pas parfait. Je suis une adulte. Mais ils ont vécu plus longtemps, ils ont plus d'expérience et ils sont à même de donner des conseils quand on est dépassé. Et justement, quand les adultes sont pas dignes de confiance, ça doit être dramatique, pas comique et encore moins normal. Bon bah les amis, en tout cas, sachez que dans la vraie vie, on ne laisserait pas un enfant tout seul sauver le monde. Vérité fausse numéro 2. Un garçon et une fille qui se disputent tout le temps rêvent systématiquement de sortir ensemble. Un homme et une femme sont penchés au-dessus d'une bombe qui est sur le point d'exploser. Chacun est persuadé de savoir comment la désamorcer.
Mais l'autre ne veut rien écouter, alors ils se disputent. Réaction du Joker qui regarde. C'est moi ou il se passe bien quelque chose entre ces deux-là? Et le plus grave, c'est qu'il a raison. En effet, même si Hawkgirl et Green Lantern ont toutes les raisons de se disputer, parce qu'ils sont chacun persuadés de savoir comment désamorcer la bombe, parce que l'autre veut rien entendre, la seule et unique raison pour laquelle ils se disputent, c'est qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Parce que c'est bien connu. Quand on est attiré l'un par l'autre, on se dispute. C'est quoi ton problème? Tu agis comme ça à chaque fois qu'on est seul. C'est un phénomène tellement connu que même quand la dispute sort de nulle part, on n'est pas surpris. Ils n'osent pas s'avouer leur inclination. Oui, mais croyez-moi, vos deux camarades de classe qui peuvent pas se saquer, essayez pas de les convaincre de se mettre ensemble. En général, les personnes qui ont envie de sortir ensemble essayent plutôt de se faire bien voir de l'autre. Sauf bien sûr si ce sont des sociopathes qui ont peur que révéler leurs sentiments leur fasse perdre ce qu'ils ont de statut social. Sans vouloir céder à un optimisme excessif, je doute que nos cours de récré soient à ce point envahis par des sociopathes chez qui le sentiment amoureux se traduit par une agressivité constante. Ceux qui ont l'air de pas pouvoir se saquer en général, c'est parce qu'ils peuvent réellement pas se saquer. Traîtresse! Matahari, Agrippine. Ouais, mais ce serait pas très amusant dans les dessins animés de voir le héros et l'héroïne se faire des regards en coin tout du long et arriver à sortir ensemble sans aucune difficulté. Autant pimenter un peu les choses en les faisant se disputer tout le temps. Mais dans ce cas-là, faut pas confondre l'obstacle et le symptôme. Même dans Shakespeare, si on arrive à faire se marier des ennemis jurés, c'est parce qu'ils étaient déjà attirés l'un par l'autre au début de la pièce. Vérité fausse numéro 1. Au centre de la Terre, le temps géologique n'est pas le même que le nôtre. Et si tout va bien, nous serons de retour pour le dîner. Les héros de dessins animés disposent toujours d'un retourneur de temps personnel. Ils arrivent à tout gérer de front, les études, le projet scientifique, le groupe de musique, le chien, la petite amie et la grand-mère, le tout sans jamais être pressé par le temps et sans jamais transpirer. Sauf évidemment quand il s'agit d'un ressort scénaristique destiné à montrer la difficulté d'avoir une double vie. Mais même dans ce cas, ils en font quand même trop par rapport au nombre d'heures que devrait avoir leur journée. On sait que Bruce Wayne, il ne mange et ne dort jamais, mais il arrive quand même à être un bon justicier la nuit, un bon gestionnaire pour son entreprise, un ami très présent pour Harvey Dent et un bon playboy à la ville. Sérieux, quand est-ce qu'il trouve le temps de baiser toutes les meufs qui se tapent? Dans la réalité, on serait plutôt rapidement dépassé et épuisé et on perdrait de l'efficacité à vouloir courir 2 lièvres à la fois. Et pour compenser tout à l'heure, décernons la Palme d'Or à notre série préférée qui sait rester crédible sur le temps qui passe et la difficulté pour les héros à le gérer. Les héros n'arrivent pas à tenir le rythme. Ils ont des mauvaises notes, ils sont punis pour sécher les cours et ils ont des difficultés avec leur famille qui s'inquiètent de leurs absences incessantes. On va pas dire que la chronologie est nickel non plus. Le temps de résistance du cœur de Lyoko varie selon les exigences du scénario et les pauses intercours durent un temps incalculable. Peut-être, mais au moins le problème du temps, c'est pas un autre problème, ce qui est paradoxal dans une série où ils ont trouvé une solution qui est le retour vers le passé. Solution à double tranchant donc qu'ils doivent éviter d'utiliser. Et du coup, ils ne rentrent jamais à temps pour dîner. Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Peut-être, mais c'est quand même pas marrant de voir le héros toujours stressé, usé, fatigué, et rejeté par ses amis qu'ils prennent pour un je m'en foutiste parce qu'il n'est jamais à l'heure. Alors autant tricher un peu avec les durées. Voilà, c'était notre top 10 des vérités fausses qui n'existent que dans les dessins animés, mais auxquelles on croit quand même parce que les histoires marchent comme ça. Il y en a bien d'autres, évidemment, auxquelles on croit tout autant parce que sinon les histoires seraient moins mystifiantes si elles n'étaient pas là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas exiger des histoires d'être le portrait de la vraie vie. Et d'ailleurs, c'est pas leur but. Mieux vaut les prendre comme des métaphores des soucis qu'on rencontre au quotidien qui, dans les émotions qu'elles nous procurent, nous donnent la force de les affronter. Et c'est ce qui fait que ces séries méritent qu'on s'en souvienne.